Donc, nous allons poursuivre la conférence avec Madame Lucie Mandeville. Lucie Mandeville, que je vais vous présenter à l'instant. Donc, Lucie Mandeville est une psychologue à la retraite, auteure et conférencière. Elle fut professeure au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Elle est l'une des principales références au Québec concernant la psychologie positive. Ses recherches portèrent sur l'intervention psychologique et la pédagogie universitaire. De façon plus spécifique, elle s'intéressa au modèle expérientiel d'apprentissage comme source de développement des compétences professionnelles et personnelles en psychologie. Au niveau de l'enseignement, elle intervient dans le champ de la psychologie humaine, humaniste et positive, de la praxéologie et de l'observation de l'intervention psychologique. Donc, Lucie Mandeville est une Québécoise d'origine qui séjourne actuellement depuis quelques semaines ou quelques mois en Suède. Donc, elle va nous faire part de son expérience en Suède versus le Québec et les autres pays. Et aussi, elle va nous donner son avis personnel et professionnel sur la crise que nous vivons actuellement, la crise de coronavirus. Donc, Lucie, à vous la parole. Merci. Puis, j'ai trouvé ça intéressant de suivre deux conférences qui ont porté sur le 5G ou la 5G, dont je ne vous parlerai presque pas. Alors, on plonge dans un autre domaine complètement en psychologie, mais je reviendrai à certains éléments qui ont été dits au sujet de la 5G, des conférenciers qui me précèdent. J'ai divisé ma présentation en 3 parties. D'abord, vous parlez de la Suède, ensuite de mon point de vue psychologique de la situation, puis je vais terminer avec des solutions qui font suite à mes constatations. Bon, alors, comme Guy le disait, je suis en Suède en ce moment. Vous allez voir, c'est drôle d'entendre les conférences précédentes parce que ça me fait penser à mon passé, à moi, de professeur à l'université et ma participation à certains congrès. Vous allez voir que je n'ai pas du tout la même façon de présenter. Maintenant que je suis à la retraite, je vais y aller avec une présentation plus personnelle. Qu'est-ce que je fais en Suède? C'est vraiment un addon. J'avais prévu ce voyage depuis 2 ans. En fait, je devais faire une retraite d'écriture en Finlande, dans une petite île qui se trouve tout près de Stockholm, et j'avais déjà acheté mon billet, mais la retraite a été annulée à cause de la COVID. Alors, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour passer du temps en Suède pour comprendre comment ce pays a fonctionné d'une façon tellement différente des autres pays. Puis effectivement, le choc pour moi, ça a été d'arriver ici au début juillet et de retrouver une vie normale. Et le choc, c'était plus de penser à comment ce que je quittais, c'est-à-dire je quittais un Québec qui m'apparaissait maintenant étrange. Et depuis que je suis ici, depuis 3 mois en fait que je suis ici, je passe beaucoup de temps à aider les gens au Québec et c'est toujours un drôle de vécu de parler à des gens qui vivent une étrangeté, qui vivent une situation très triste en même temps, puis de vivre ici dans un pays où il y a des éléments par exemple, des recommandations de l'OMS, mais les gens vivent sans masque, sans distanciation sociale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? 3 éléments sur la Suède sur lesquels je veux m'attarder. D'abord, il faut savoir que les recommandations de l'OMS ont été faites ici, de la même façon que ça a été fait dans tous les pays, à la différence qu'il n'y a pas eu de mesures d'urgence. Et ici, la politique, elle est séparée de la santé. Alors, on a dit aux gens que pour se protéger d'un virus, de la COVID, on recommandait la distanciation sociale, on recommandait aux travailleurs de travailler à partir de la maison, mais les enfants continuaient d'aller à l'école. Les commerces, ils avaient le choix de fermer ou d'ouvrir, de mettre des plexiglas ou pas, de mettre des spots au sol pour indiquer la distanciation sociale. Ils avaient le choix de faire ce qu'ils voulaient. Après un certain temps, quand on a vu, par exemple, que la mortalité touchait surtout les personnes âgées,
à l'intérieur des centres de soins de longue durée, bien, les gens se sont remis à vivre plus normalement. C'est certain que des gens ont eu peur, comme dans les pays confinés, mais cette peur-là, elle s'estompe, je dirais, plus rapidement que dans les pays qui ont été confinés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les médias officiels, je pense qu'ils sont financés de la même manière ou par les mêmes sources que les médias officiels partout dans le monde parce qu'on a les mêmes messages. C'est-à-dire que à la télévision, par exemple, on parle beaucoup des cas infectés, du taux de mortalité et c'est la même chose sur un plan plus, je dirais, omniprésent. Je me promène, par exemple, dans un supermarché et dans les haut-parleurs, on rappelle aux gens que c'est important de garder leur distance. Alors, je pense que les messages ou cette propagande de peur, elle est aussi présente ici en Suède. Deuxième point que je vais aborder, la grande différence, il me semble, ici, c'est qu'au départ, on a eu le même message, c'est-à-dire on veut s'assurer que la courbe s'aplatit et on veut éviter que les hôpitaux soient engorgés. Et ce qu'on a proposé aux gens, c'est des recommandations. Alors, la différence qui me semble importante, c'est qu'il n'y a pas eu de coercition ici. Il n'y a jamais eu de police et de tickets donnés aux gens qui ne respectaient pas les recommandations. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé ici aussi. Il n'y a pas eu de confinement, donc il n'y a pas eu de déconfinement. Et pour moi, la grande différence est apparue là. Parce qu'à partir du moment où on était rassurés pour savoir qui était touché par la COVID, bien, les gens ont pu reprendre leurs activités professionnelles, par exemple, sans obliger les commerçants à avoir des restrictions dans leur commerce. Les écoles, comme je vous dis, les enfants sont retournés à l'école sans masque. À tous les points, il n'y a pas eu ces restrictions de post-confinement, donc de déconfinement. Un élément qui est très important pour moi, c'est le fait que dès le départ, on a dit aux gens qui étaient malades de rester à la maison, ce qu'on faisait déjà d'ailleurs, et on a dit aux gens que le port du masque, c'est pas que c'était non nécessaire, c'est-à-dire que les gens pouvaient le porter, mais on a parlé des effets nocifs du port du masque. Alors ici, la santé publique n'a pas invité les gens à porter le masque. C'était leur choix, mais ça n'a pas été encouragé. C'est important, pourquoi? Parce que le masque, pour moi, rappelle d'une part le danger qu'on court, c'est-à-dire rappelle le fait que le virus peut être dangereux, puis c'est aussi, sur le plan psychologique, c'est un trauma. Évidemment, de voir des gens qui sont masqués, ça rappelle aussi une espèce de soumission. Et ça n'existe pas ici ou à peu près pas. Moi, je suis en région. Quand je suis arrivée à Stockholm, dans la grande ville, il y avait de façon rarissime des gens qui portaient le masque. Je me disais, c'était peut-être des touristes aussi, mais c'est de plus en plus rare d'ailleurs qu'on voit des gens masqués. Troisième point que je vais aborder, c'est les rumeurs qui courent au sujet de la Suède. Écoutez, moi j'entends dire qu'ici, ça ne se passe pas de la même façon parce que les Suédois sont très disciplinés. J'ai envie de vous dire, là, c'est mon expérience de la Suède. Les gens ici sont peut-être un peu plus réservés, mais ils sont très amicaux, ils sont très avenants. Et moi, je parle aux gens comme je parle aux Québécois, c'est-à-dire qu'il y a une familiarité. Moi, j'ai des amis depuis 3 mois que je suis ici, que je vous disais, j'ai des amis, on discute des mêmes choses qu'on discute au Québec. Alors, cette idée-là que les gens sont tellement disciplinés qu'ils respectent la distanciation sociale, c'est faux. J'ai parlé dès les premières semaines à Stockholm, je parlais aux jeunes qui me disaient que non, les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Et sur mon site Facebook, j'ai partagé aussi beaucoup d'images et de vidéos pour montrer comment ça se passait ici en Suède. Une autre rumeur qui court, c'est que les gens portent des puces, des puces électroniques pour s'identifier, puis on dit, ben c'est normal, il n'y a pas de coercition parce que les gens sont déjà pucés. C'est pas vrai. Il y a eu une recherche, je crois que ça date de quelques années, où il y a un projet pilote, où il y a des professionnels qui ont accepté de porter des puces pour voir ce que ça donnait, mais c'est certainement pas appliqué à la population générale, ces puces-là. Ce qu'il y a par contre, c'est que c'est vrai qu'il y a des commerces qui n'acceptent pas de l'argent comptant,
Puis, c'est très, j'ai encouragé le fait de payer avec sa carte de crédit. La 5G, j'y reviens. Je vous dirais que si des Suédois écoutaient les conférences qui ont eu lieu avant moi, ils seraient soulagés parce qu'ils ont l'impression qu'ici, la 5G est très importante. Puis je voyais que la Suède n'apparaît pas comme un pays où la 5G est très présente. Et c'est pourtant l'opinion que les gens ont ici. Ils sont très alertés, très sensibles aux effets nocifs de la 5G. On n'a donc pas peur ici de la COVID autant qu'on a peur des effets de la 5G, les effets sur la santé de la 5G. Par contre, il y a une rumeur qui circule qu'il y a un génocide ici en Suède par rapport à la 5G. C'est faux. C'est faux parce que moi, je suis en région, là, il y a plus d'éoliennes ici que de 5G. Mais oui, il y a des antennes. Oui, on parle de cette promotion de la 5G ici. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un grand nombre d'antennes. Puis, ce qui est vrai ici, c'est qu'il semble que le niveau est plus élevé, le niveau acceptable d'ondes par rapport à la 5G. Vous voyez, c'est pas mon domaine, là, mais donc, c'est plus dans les villes où on semble préoccupé par ça. Je reviens sur un élément qui ne concerne pas la 5G parce que c'est quand même sur le plan des rumeurs. Il y a des gens qui s'expriment sur les médias sociaux pour dire que la 5G crée un génocide chez les enfants, entre autres, et les personnes âgées. Ce que je sais qui est en lien avec ça, c'est que ce n'est pas tant la 5G, mais il semblerait que les mêmes recommandations de l'OMS ont été appliquées dans les CHSLD, les centres de soins de longue durée, les hôpitaux. C'est-à-dire que on a recommandé aux soignants de ne pas donner d'oxygène ici aux personnes âgées. Et il y a des lanceurs d'alerte qui ont même parlé puis c'est des médecins, dans le fond, qui sont lanceurs d'alerte, qui ont vu passer les recommandations de donner plutôt de la morphine aux personnes âgées. Et je reviens là-dessus parce qu'il me semble important quand le professeur Payera, qui passait juste avant moi, parlait des causes possibles de la mortalité. De mon point de vue, une des causes importantes qui a touché les personnes âgées dans les centres ont été le fait qu'on les a confinées et qu'on les a coupées de leurs proches. Dans mon domaine, je sais que de confiner les gens, bon, c'est une cause de détresse évidente et pour les personnes âgées, ce qui compte le plus pour eux, c'est d'être entourés de leurs proches. De faire ça à des personnes qui peuvent être atteintes de démence, entre autres, c'est évident pour moi que ça a accéléré la mortalité. On sait que ce sont des gens qui seraient morts dans les prochaines années, des personnes atteintes, c'est-à-dire des personnes vieillissantes et souvent des personnes qui sont dans des soins de longue durée, sont des personnes qui sont donc déjà malades et ça a pu avoir un effet de faire en sorte que la mortalité qui était à envisager à court terme est arrivée avant. Alors, je pense qu'il faut considérer tous les aspects dans cette situation-là et l'aspect psychologique peut être en jeu. Puis en ce moment, ce qu'on voit, c'est pas tant la virulence du virus, à mon sens, mais les effets, les problèmes collatéraux sur la détresse des gens, sur les suicides, sur les cancers qui n'ont pas été opérés, sur les aspects reliés à, par exemple, ce qu'on fait aux enfants dans les écoles, de les empêcher de socialiser, les commerçants qui sont face à des faillites, tout ça, c'est les problèmes collatéraux qui apparaissent à cause du déconfinement et des contraintes qui sont mises en place dans les pays qui sont confinés et qu'on ne voit pas ici. Il faut dire que la situation ici en Suède, pour terminer là-dessus, sur le plan économique, ça va bien. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de touristes ici cet été. Ça a touché un peu l'économie en Suède, mais ça revient. Et sur le plan de la détresse humaine, évidemment, c'est beaucoup moins présent que dans les pays confinés. Je vous dis quelques mots sur ma vision de la situation rapidement. Moi, quand j'étais au Québec, je suis arrivée, je suis une personne qui est à la retraite, alors je voyage pas mal. Je suis arrivée à la mi-mars et déjà, je voyais
les restrictions de confinement et de distanciation sociale. Et je peux vous dire que pour quelqu'un qui a une spécialité en psychologie, tout de suite, ça a tiqué, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très étrange avec ces mesures. J'ai fait mes recherches parce qu'à ce moment-là, je faisais des chroniques à Radio-Canada et dans la Tribune pour aider les gens qui avaient à vivre dans le confinement. Et je n'ai pas trouvé d'études sur le confinement obligatoire, distanciation sociale obligatoire, ni en psychologie, ni en médecine. Alors, bon, puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais commencé dans les médias à parler des possibles conflits d'intérêts par rapport à l'influence des compagnies pharmaceutiques ou des recherches qui n'auraient pas pu être faites sur le confinement obligatoire, distanciation sociale aussi obligatoire, parce que c'est une question d'éthique ici. On ne peut pas faire ça, faire subir ça à des gens, c'est trop traumatisant. C'est d'ailleurs un des chocs que j'ai vécu en voyant qu'à la télévision, on présentait le nombre de morts absolus de la COVID. Puis pour moi, c'est présenter ça là, pendant 24 heures, puis avec des gens qui sont confinés, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux qu'on est en train de créer un trauma social qui continue d'être généré par ce que j'observe du Québec. Ben, c'est une publicité qu'on pourrait appeler une propagande en ce moment, c'est-à-dire qu'on rappelle continuellement que la population est en danger, que la population doit se protéger et maintenant qu'on doit dénoncer les gens qui sont perçus, les gens qui ne portent pas de masque, par exemple, qui sont perçus comme des dangers publics. Pour moi, c'est de la propagande qui maintient ce trauma social dans les pays qui sont confinés. Parce que je vois que les mêmes mesures, les mêmes façons aussi de parler de tout ça sont mises en place d'une manière plus internationale. C'est-à-dire qu'on voit ça dans les pays francophones, en Australie, à Londres, en Allemagne, etc. Je vois aussi une espèce d'hypnose collective par cette peur-là, un genre de manipulation de ce que les gens peuvent penser parce que les médias amènent toujours le même message. Il y a une censure, il y a une propagande de voir les gens qui questionnent ces mesures-là, les voir comme des conspirationnistes. Alors, je pense qu'il s'installe une hypnose collective, me questionne aussi sur le comportement des gouvernements. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas sur le terrain, qu'ils ne parlent pas de ce qui se passe sur le terrain, qu'ils semblent très déconnectés de la réalité. Et cette gouvernance, c'est-à-dire ces mesures qui sont implantées partout dans le monde, à peu près au même moment, ça nous dit qu'il y a je dirais qu'il y a un scénario, moi j'appelle ça comme ça, un scénario qui est dicté par une gouvernance supérieure au gouvernement dans nos pays et qui semble avoir des intérêts qui ne sont pas reliés à la santé. Je pense qu'il se passe, je vais appeler ça une guerre politique, une guerre psychologique, peut-être spirituelle aussi. Et ce qui peut être positif que je peux voir à travers ça, c'est qu'il y a un mouvement, je vais appeler ça du peuple, qui se lève, qui se questionne sur une mise en place d'un pouvoir qui n'est pas nouveau d'ailleurs, qui semble, c'est comme si on met de la lumière sur une histoire qui existe depuis très longtemps, où une minorité de familles très riches qui possèdent maintenant les ressources planétaires, c'est pas de l'ordre du complot, ça se sait, possèdent donc les médias, subventionnent les gouvernements et ont contribué à la mise en place des institutions sociales. Tout ça fait en sorte qu'il semble y avoir un pouvoir de ces familles-là, pouvoir qui est éclairé en ce moment par des gens, des spécialistes de tout domaine, économique, éducationnel, social, les médecins aussi qui s'expriment, mais qui sont censurés. Donc, on ne les entend pas dans les médias sociaux, dans les médias plutôt officiels, on les entend dans les médias sociaux. Cette censure aussi est intéressante à soulever. Moi, je vous dis que dans ce périple de la COVID, j'ai appris beaucoup. Je chemine, j'apprends des choses et je partage cet apprentissage avec les gens. Et je découvre qu'à la fois, il y a une découverte de ce qui se passait depuis très longtemps, mais qui est mise à jour en ce moment. Il y a une censure, il y a une accélération aussi de phénomènes, des lois qui sont passées, des lois qui nous semblent très aberrantes,
des mesures qui sont appliquées de façon incohérente, c'est-à-dire qu'au départ, on disait que les masques n'étaient pas nocifs. Maintenant, on dit que les masques sont nécessaires alors que les cas infectés qui peuvent apparaître, là, qui sont présents, on entend beaucoup parler, mais qui sont reliés au nombre de tests qu'on passe, des tests qu'on dit qui ne sont pas fiables parce que ceux qui ont inventé, c'est celui qui a inventé ces tests-là, ben, il prétend que ce n'est pas un test qui est fait pour mesurer la COVID. Et donc, plus de cas infectés, plus de tests, mais une virulence qui est absente puisqu'il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas d'hospitalisation. Alors, tout ce phénomène-là nous amène à nous questionner. Et ce questionnement-là, il vient avec ces mesures coercitives. Alors, il semble y avoir un mouvement, comme s'il y avait une force positive dans ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient le jeu, qui veulent reprendre en main leur pouvoir. Alors, si je termine avec des solutions envisageables, parce que je pense qu'il y a la détresse qui est présente, c'est des gens qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de savoir qu'on va finir par s'en sortir. Ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est surtout ne pas tomber dans le panneau de la peur. Je crois que la peur, c'est le plus mauvais guide qu'on peut avoir. Alors, si vous tombez dans la peur, dans la détresse, sachez que c'est peut-être ça qu'on veut. C'est peut-être ça que ces grandes familles veulent. Alors, faites attention. Il se passe en ce moment des conflits qui semblent avoir été générés dans le passé, puis encore en ce moment. Donc, ne pas tomber dans les grandes émotions de peur, de colère, de détresse. Communiquer. De plus en plus de gens sont prêts, je dirais, à reconnaître qu'il y a une étrangeté dans la situation et veulent en parler. Écouter les gens qui sont sidérés par la peur. Je parle beaucoup de bienveillance, d'amour dans mes communications parce que pour moi, c'est cette force-là qui va gagner sur la situation par rapport à ces guerres ou ces querelles qui semblent être provoquées par le climat actuel. Sortir du show. J'ai vraiment l'impression qu'on vit un genre de... Je pense que je ne suis pas toute seule à avoir l'impression qu'on vit un genre de cauchemar ou de scénario de film duquel on doit sortir pour retrouver son calme, voir la situation, puis reprendre en main notre pouvoir. Il y a de plus en plus d'initiatives très constructives qui sont mises en place, des professeurs qui sortent des commissions scolaires, offrent leurs services, des éco-villages qui veulent être mis en place, puis évidemment sur le plan politique, une remise en question de la politique actuelle, puis le fait qu'on envisage une façon plus diplomatique de vivre la situation et de la vivre dans le présent et dans le futur. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de présentations, puis je ne veux pas saturer les gens non plus. Merci beaucoup pour cette initiative, puis je vais rester présente pour écouter les autres présentations. Merci beaucoup, Lucie. C'était très intéressant.